7h15, c'est l'heure des experts sur Europe 1. Les Thomas. experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'économie, Antonin André pour la politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thomas. C'est évidemment l'affaire dont tout le monde parle, qui préoccupe la classe politique, qui choque les Français. Denis Baupin. Antonin André, des accusations de harcèlement sexuel qui visent le député écologiste, accusations qu'il conteste, mais qui embarrassent donc le monde politique jusqu'à l'Élysée. Il faut préciser que Denis Baupin est le mari de la ministre du Logement, Emmanuelle Cos, et qu'elle était secrétaire nationale des Verts à l'époque de certains faits. Cela ne nous concerne pas. Voilà le commentaire lapidaire à l'Élysée. Le président de la République n'a pas eu le moindre contact avec sa ministre et n'a pas l'intention d'en avoir à ce sujet. À Matignon, même tonalité, cela relève du privé, ce n'est pas un sujet. Alors le problème, c'est que certains élus écologistes, comme Yves Contasso sur Europe 1, à 7h, là, tout à l'heure, exactement, affirment qu'Emmanuelle Cos, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, aurait à l'époque imposé la loi du silence. Elle aurait interdit le débat sur le sujet précis du comportement supposé déplacé de Denis Baupin, avec lequel, on le rappelle, elle est donc mariée. Mais elle dément, elle dément. Alors Emmanuelle Cos dément fermement cette version, et elle dément fermement parce que si d'une façon ou d'une autre il s'avère qu'elle a imposé le silence à ces militantes victimes de harcèlement, alors au nom de l'exemplarité qui est un principe intangible fixé par le président de la République, elle n'aurait plus sa place au gouvernement. Bon, on parle de l'embarras de l'exécutif, mais ça va bien au-delà, Antonin. Toute la classe politique est le mal à l'aise, on le sent Oui, bien. à l'Assemblée nationale, on est en plein débat sur la loi travail, autant dire qu'il y a beaucoup de monde. Eh bien, les députés et les députés EES ne se bousculent pas au micro pour parler, au-delà du cas Baupin, de la question du harcèlement dans les partis politiques. Comme si tous espéraient que surtout, on en reste à l'affaire privée, comme on le dit pudiquement à Matignon, on en reste à un cas isolé. Et dans les partis, il y a même un réflexe de repli immédiat. J'ai appelé la secrétaire nationale du PS chargée du droit des femmes. Pas de système de prévention du harcèlement au sein du parti. Aucun souvenir, aucune trace de harcèlement, m'a-t-on dit. Ce serait étonnant quand même que les Verts soient le seul parti en cause et que tous les autres partis soient épargnés, soient des paragons de vertu. Comme dans toute organisation humaine, comme dans l'entreprise, les cas de harcèlement existent un peu partout dans la société. Chez les Républicains, pas de poste dédié aux droits des femmes. Et le premier réflexe du porte-parole, c'est toujours le repli, c'est de dire attention à ne pas confondre tribunal judiciaire et tribunal médiatique. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'embarras, de mutisme. La loi du silence, contrairement aux déclarations de principe, reste écrasante. La classe politique fait l'autruche en espérant que surtout, on ne brise pas l'omerta et qu'on passe rapidement à autre chose. Ben moi j'ai une question bonus à vous poser, Antonin André, parce qu'on entend beaucoup dire oui, tout le monde savait, personne ne disait. Ce qu'on disait déjà à l'époque de Strauss-Kahn, est-ce que vous, oui ou non, vous étiez au courant de ces faits présumés-là, que vous saviez que Denis Baupin avait peut-être des comportements qui n'étaient pas adaptés? Absolument pas. Jamais entendu parler. Je n'avais jamais entendu parler de tel comportement de Denis Baupin. Voilà, vous parlez des harcèlements dans la vie professionnelle, on l'évoquait à 6h45 dans Europe 1, vous répond. Je vous donne quand même le nom du site stop-violence-femme.gouv.fr pour toutes celles qui sont concernées aussi dans leur quotidien. On met le lien sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag E1matin. Je me tourne à présent vers vous, Axel de Tarlet. Le géant pétrolier Total rachète le fabricant français de batteries Saft pour près d'1 milliard d'euros. Mais pourquoi donc Total, le pétrolier, s'intéresse-t-il aux batteries électriques? Alors, chez Total, on est très content de cette opération. C'est l'occasion de rappeler que Total n'est pas un géant du pétrole, mais un géant de l'énergie. Voilà. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, 98% de son énergie vient du pétrole et du gaz. Mais le 21e siècle, on le sait, ne sera pas fossile, il sera renouvelable et donc Total s'y prépare. Comme d'autres, BP, par exemple, British Petroleum, vous savez, a changé de nom. Maintenant, c'est Beyond Petroleum. Ah bon? Au-delà du pétrole. Et oui, BP, ça veut dire maintenant Beyond Petroleum, au-delà du pétrole. Bon, mais concrètement, au-delà du pétrole, c'est quoi pour Total? Alors, c'est l'énergie solaire. Total a racheté aux États-Unis SunPower, qui est l'un des leaders mondiaux des panneaux solaires à haut rendement, qui exploite également des centrales solaires. Le problème de l'énergie solaire, c'est qu'il faut pouvoir la stocker pour pouvoir alimenter les foyers en électricité le jour et la nuit, quand il n'y a pas de soleil. Voilà. D'où ce rachat de Saft, société française créée en 1960. Ça veut dire quoi, Saft? Ça veut dire Société des accumulateurs fixes et de traction. Voilà. Ah d'accord, oui, c'est à l'ancienne. À l'ancienne, voilà, 1918. C'est une société spécialisée dans les batteries haut de gamme qui équipait par exemple le Concorde ou dans le ferroviaire ou dans le spatial, le robot Philae qui s'est posé sur une comète après un voyage de 10 ans dans l'espace. Ce petit robot, il est équipé d'une batterie Saft. Vous voyez, c'est une maison sérieuse. Voilà, exactement. Et donc, c'est une très bonne nouvelle de voir le géant Total, qui est présent sur tous les continents, porter ce champion français Saft, lui donner les moyens de s'épanouir, parce que les batteries, c'est un domaine en ce moment qui est en pleine effervescence, qui est dominé par les Asiatiques, mais il y a encore des places à prendre. Or, on l'a dit, le stockage de l'énergie, les batteries, c'est le Graal du 21e siècle, la condition sine qua non
pour passer aux énergies Il y propres. a des places à prendre et puis des progrès à faire encore Exactement. en la matière. Voilà donc pour Total qui s'intéresse aux batteries, qui rachète Saft pour près d'1 milliard d'euros. C'est dire s'ils y croient dur comme fer. On va passer... on va remonter le temps, ça va vous parler Antonin André, écoutez. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Thomas. On va remonter ce matin donc à un 10 mai qui parle beaucoup de politique. Et oui, et qui parle forcément à Antonin André. Ce 10 mai, c'était il y a 35 ans. Écoutez, je laisse Jean-Pierre Elkabbach vous l'annoncer. Sur Europe 1 et Antenne 2, il est 20h. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Voilà, notre Jean-Pierre qui annonce l'élection de François Mitterrand. Donc on est le 10 mai 1980, il y a 35 ans. Oui, avec 51,76% des suffrages. Donc François Mitterrand est élu contre Valéry Giscard d'Estaing qui a fait 48,24%. Ce sont des chiffres définitifs qui ne tomberont que le lendemain. Quoi que l'on pense du résultat, il s'agit d'une indéniable alternance politique. L'accession de la gauche au pouvoir sous la Ve République. François Mitterrand est le premier président de la République affiché à gauche depuis 1958. Ouais, on s'en souvient, on se souvient surtout de ces images de foule massée place de la Bastille et sous la pluie d'ailleurs. Sous la pluie, vous vous rappelez, oui, c'est la fête, c'est une incroyable liesse populaire qui envahit la place. Alors pendant ce temps, chez les électeurs de droite, c'est l'inquiétude qui domine, des socialistes au pouvoir. Pensez donc, certains attendent déjà les chars soviétiques à l'époque. Et François Mitterrand, lui, à ce moment précis, il est dans son fief. Il est à Château-Chinon, en effet, et ses plus proches tentent d'ébaucher une déclaration, mais ils n'y arrivent pas. Vous savez, il y a l'événement, l'émotion, sans doute, tout ça pèse trop lourd. Alors le nouveau président va se charger lui-même d'écrire son petit discours. Depuis Château-Chinon, à 22h20, il déclare « Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix et la liberté. Ensuite, François Mitterrand va grimper dans sa voiture. C'était une R30 à l'époque, une Renault R30 30 marron. Oh Oui. là là. Et il va arriver à Paris vers 1h45 du matin, tranquillement. Rappelez-vous François Hollande en 2012 qui rentrera de Tulle en avion afin d'être à Paris le plus tôt possible. Tulle est plus loin, me direz-vous. En tout cas, c'est une autre époque, c'est une autre histoire. Et la première manifestation du pouvoir, quand il rentre en voiture, il raconte que quand il passe la barrière de péage, des motards de la police nationale l'attendent et c'est la première manifestation extérieure du passage de candidat à président. C'est après le péage. Il a payé le Juste péage ou après pas le péage, il passe le péage et des motards il a de la payé le police. péage alors. L'histoire qui revient avec vous, Franck Ferrand, tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi? Nous allons évoquer les évasions de prisonniers pendant la dernière guerre. Eh bien, on sera avec vous au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À demain les experts.